Ça, c'est le pouvoir de l'Internet. C'est que je pense qu'il y a quelque chose d'incroyable dans l'Internet. C'est cette capacité à faire connaître des idées, à les faire prospérer sans aucune barrière. Alors, je vais vous parler de rupture numérique. Peut-être avant de commencer, je vais vous parler juste une petite minute de moi. Il y a beaucoup de noms qui me sont attachés, il y a beaucoup de fonctions, etc. Mais au fond, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. C'est que je pense que je représente l'un des les premiers, la génération de transition dans ce nouveau monde. Génération de transition parce que moi j'ai connu les exposés en bibliothèque et j'ai connu le début de l'Internet. Quand je me suis connecté à Internet pour la première fois de ma vie, c'était en 96. Et en 96, il y avait 31 millions de personnes sur Internet. En 98, il y en avait 70 millions. Et cette année, il y a ma mère sur Internet. Donc vous voyez la courbe exponentielle. Si une femme de 67 ans au sud Liban installe Internet et utilise Internet, c'est que Internet est devenu mainstream. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours fasciné, étant né là-dedans et en ayant grandi là-dedans, c'est à quel point l'Internet avait ce côté mystifiant et complexant auprès des gens. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que Internet s'est rentré dans la vie des gens par la porte de la technique. C'est-à-dire qu'on a cette idée que Internet, c'est une affaire d'ingénieurs, c'est une affaire de techniciens, c'est une affaire de gens qui savent programmer, utiliser des ordinateurs. Alors que pour moi, Internet, ça a avant tout été un phénomène politique. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre parce que ça explique beaucoup de choses dans ce que je fais, dans ce que The Family est. C'est qu'on pense que Internet, c'est simplement la dernière étape de la démocratie. C'est-à-dire que dans un monde où petit à petit, tout se démocratise, dans un monde où les gens ont de plus en plus de pouvoir, Internet, c'est simplement l'occasion de pouvoir exprimer ce pouvoir et à une échelle incroyable. Alors, je peux vous raconter une anecdote que j'ai racontée à Dijon, que je raconte tout le temps, mais qui me fascine. Je me suis rendu compte de ça la première fois en 2010, quand j'ai pris l'avion pour San Francisco. Parce que cette année-là, quand j'ai pris l'avion pour San Francisco, il y avait un type dans l'avion qui avait une guitare en soute. Et la guitare s'est fait casser en 50 morceaux. Et quand je dis 50 morceaux, il faut imaginer une guitare complètement broyée, accrochée dans du scotch, avec un mot dessus. On est désolé pour ce qui est arrivé à votre guitare. Voilà $20 à faire valoir sur votre prochain vol avec nous. Merci. Et donc, je me souviens très bien parce que j'étais à l'aéroport et je vois ce type avec sa guitare. Et donc, à peu près comme tous les gens normaux, j'ai ignoré sa peine et je suis parti. Et en arrivant chez moi, quelques jours plus tard, j'ai un ami qui m'envoie une vidéo et qui me dit « Regarde ça, c'est très drôle ». Et là, j'ouvre un lien YouTube et je vois ce type en train de chanter une chanson en hommage à sa guitare. Et la chanson a 10 000 vues. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait le type qui était à l'aéroport. Alors effectivement, c'était bien le type qui était à l'aéroport. 3 jours après, j'allume la télé et je vois que la vidéo a fait des millions de vues. Et le PDG d'United Airlines présente ses excuses à ce type à la télé et lui remet une guitare. Et je vois sur Bloomberg, à l'époque, ce PDG en train de serrer la main de ce type en expliquant que plus jamais ça se passera comme ça dans sa compagnie. Alors, j'aimerais qu'on ait une minute d'empathie pour le PDG, ensemble. Et j'aimerais simplement que, collectivement, là, on se mette dans sa tête et on imagine sa vie. Alors, PDG d'United en 2010, ça veut dire que vous avez commencé votre carrière 30 ans avant. Donc, vous avez fait une grande école. Donc, déjà, vous vous êtes rentré, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est à peu près le même combat, les grandes écoles. C'est-à-dire que c'est un endroit où on vous explique que vous êtes le meilleur et vous buvez beaucoup d'alcool. C'est à peu près ça, en fait. Donc, vous avez fait une grande école. Après cette grande école, vous êtes rentré en poste. Et là, vous avez commencé la longue ascension pour devenir PDG. Alors, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de nos élites, il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que ça demande du travail. Ça demande du travail, il faut passer les échelons, il faut tuer les gens en chemin, il faut gagner les batailles politiques, il faut faire les bonnes alliances, il faut faire tout ça pour devenir PDG. Et imaginez-vous le jour de sa nomination, est-ce que vous vous êtes dit, qu'il s'est dit dans sa tête, c'est génial, j'ai enfin le boulot de mes rêves, je vais pouvoir traiter les problèmes de guitare des gens. Non, à mon avis, il s'est imaginé faire de la stratégie, il s'est imaginé faire des choses, et il a été rappelé par une réalité horrible qu'un type, aujourd'hui, qui n'est pas content, sur Twitter, peut avoir une audience supérieure à n'importe quel achat de campagne média. Et des phénomènes comme ça, maintenant, on vit dedans à l'échelle et on s'en rend plus compte. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas pour rien qu'on parle de rupture numérique. Il y a un mot que moi je déteste, c'est la transition numérique. Parce que quand on dit aux gens qu'il y a une transition numérique,
on leur dit deux choses. Un, que ça vient, parce que l'idée de transition, c'est que c'est un mouvement qui est en train d'avoir lieu. Et deux, que c'est facile. Parce que vous savez, quand on dit aux gens on est en transition, c'est comme les gens qui disent que je suis en transition professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont au chômage. C'est un mot qui est là pour cacher une réalité qui est plutôt désagréable. C'est désagréable de se sentir complètement dépassé par les choses, et c'est désagréable dans cette société de ne pas comprendre que l'Internet a déjà changé les choses. Alors pourquoi j'aime bien le mot rupture numérique? Parce que dans l'idée de rupture, déjà, ça vous donne quelque chose sur lequel on va réfléchir ce soir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est en train d'avoir lieu, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Vous êtes déjà tous passés dans la révolution numérique, et même les taxis sont déjà passés dans la révolution numérique. J'espère qu'il n'y a pas de taxi dans la salle, sinon je vais me faire encore taper. Mais c'est bon, il n'y a pas de taxi. Prenons l'exemple des taxis. Nous, on a une société à Paris qui s'appelle Hitch. Hitch, c'est une société qui ramène les gens chez eux, en banlieue. 80% des trajets, les gens ont moins de 28 ans. 90% des trajets sont banlieue-Paris, Paris-banlieue. Hitch, c'est une société qui a été démarrée il y a 3 ans et qui aujourd'hui fait 200 000 trajets hebdomadaires. C'est 700 000 utilisateurs à Paris. 700 000. Ils sont 15 dans l'équipe. 700 000 utilisateurs, 15 personnes dans l'équipe. 200 000 trajets par semaine. Vous imaginez ce que c'est comme échelle, 200 000 trajets par semaine. Alors évidemment, les taxis, tous les ans, brûlent des pneus, bloquent Paris et essaient d'interdire Hitch. Et Hitch est devenu la bête noire des taxis, au même titre que Uber. Hitch a reçu des menaces de mort. Moi, j'ai reçu des menaces de mort. Vous savez, les lettres avec des petites lettres, et genre « tu finiras au fond de la Seine ». Bon, très bien. Heureusement qu'elle déborde. Et donc, on a fini par organiser une réunion avec le représentant un des représentants des leaders syndicaux taxi. Et alors, cette réunion, évidemment, comme toutes les réunions dans ce genre-là, ne va nulle part, puisque d'un côté, vous avez quelqu'un qui représente les anciens et qui vous dit que taxi, c'est un boulot qui a une licence, un monopole, un savoir-faire, etc. Et vous, intérieurement, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire que de toute façon, tout ça n'a plus de valeur parce qu'on a inventé le GPS, donc on n'a plus besoin de connaître les cartes et les lieux. On a inventé l'Internet, ce qui fait que les gens peuvent trouver des clients facilement. Et en plus, dans ce monde, les gens cherchent des services de moins en moins chers parce que, qu'on le veuille ou non, les gens qui utilisent Hitch ne sont pas des gens qui utilisent les taxis. Donc quand les taxis disent que c'est une concurrence déloyale, moi étant jeune et ayant essayé de prendre les taxis il n'y a pas si longtemps pour rentrer de soirée, ça me fait rire quand on me dit que c'est une concurrence déloyale parce que je n'ai jamais trouvé un taxi pour rentrer de soirée quand j'étais étudiant. Et donc, la réunion passe et puis on arrive à un moment où il y a une pause. Et alors pour détendre l'atmosphère, on est en juillet, je dis au type vous partez en vacances? Il me dit oui, je pars en vacances. Je dis vous partez où en vacances? Il me dit je vais en Italie. Et je dis vous avez acheté votre billet d'avion dans quelle agence de voyage? Il me dit quand même pas, vous me prenez pour un plouc ou quoi? Je dis non, loin de moi cette idée. Non, très sérieusement, vous avez acheté vos billets d'avion où? Sur Expedia parce que c'est beaucoup moins cher. Et on vient d'avoir en fait un résumé de notre rapport à tous à la disruption, de notre rapport à tous à la rupture numérique. Quand ça concerne les autres, on est les premiers utilisateurs. Si je demande dans cette pièce qui utilise Airbnb, Expedia, etc., je suis sûr que plein de mains vont se lever. Par contre, quand la disruption nous concerne nous-mêmes, on est toujours plein de mauvaise foi. Moi, si quelqu'un m'annonçait qu'un fonds d'investissement en intelligence artificielle allait remplacer The Family, vous pouvez compter sur moi pour d'être aussi de mauvaise foi qu'un taxi. Je vous le garantis. Parce que c'est naturel. C'est jamais agréable de se dire qu'une technologie vient de vous remplacer. Mais le problème de ce phénomène, c'est que maintenant, ce phénomène, il est exponentiel. C'est-à-dire qu'il peut arriver de partout, de n'importe où, et parce que cette vague numérique et cette rupture numérique, c'est un tsunami. Alors, encore plus que rupture numérique, on pourrait appeler ça le tsunami numérique. Si un jour vous êtes dans un tsunami, les 3 solutions que je vais vous exposer ne fonctionnent pas. On ne peut pas appeler le ministre et interdire le tsunami. En général, le tsunami n'en a rien à faire des ministres. On ne peut pas négocier avec le tsunami, puisque le tsunami s'en fiche de votre négo. Et on ne peut pas aller à l'encontre du tsunami. Si vous avez un tsunami qui vous arrive dessus et que vous foncez dessus, vous êtes sûr que vous allez vous faire emporter. La seule chose qu'on peut faire, si un jour vous êtes dans un tsunami, pensez-y, c'est vous mettre sur une avenue relativement dégagée et espérer surfer le plus loin possible. C'est très sérieux. C'est une stratégie de survie dans un tsunami.
Donc, tout ça pour dire, cette rupture numérique, on a tous besoin de la comprendre parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel la moindre personne ici a le moindre effet, le moindre rapport. Alors, récemment, j'ai été qualifié de Hitler dans cet article de Rue 89 et comparé à Hitler parce que je voulais asservir les gens aux multinationales. Ce que je trouve sympa, en fait. Je ne savais pas que les multinationales allaient me donner de l'argent, donc je suis content de le savoir. Je vais donner mon RIB, mais en attendant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que ces Bernard Stiegler dans le monde ont complètement tort sur leur lecture du sujet. La lecture du sujet, c'est pas de dire qu'il n'y a plus besoin de régulation, c'est pas de dire que les gens n'ont pas besoin d'accompagnement, c'est pas de dire que ce phénomène n'est pas d'une violence inouïe. C'est pas ça. C'est de dire que personne n'est responsable de ce phénomène, puisque ce phénomène est une aspiration collective. Alors, ce phénomène, comme je vous le disais, ne repose pas tant sur la technologie. La technologie, c'est une commodité au service d'un phénomène. Et ce phénomène, il repose beaucoup plus sur notre aspiration individuelle à tous, d'avoir une voix qui porte, d'avoir une voix qui compte, et de pouvoir donner notre avis à l'échelle. Prenons un exemple, TripAdvisor. Qui ici utilise TripAdvisor? Ok. Donc il y a à peu près une moitié de la salle qui s'est levée. Alors TripAdvisor, c'est un cas qui, moi, me fascine, parce qu'ils ont un pays où ils n'arrivent pas, c'est la France. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que des avis négatifs. En France, les gens ne vont pas écrire un avis pour dire que ça s'est bien passé. Ils vont pour dire que ça s'est mal passé. Résultat, ils ne savent plus quoi faire. Parce que résultat, les notes de l'ensemble des établissements est décroissante. Alors ils ont tout essayé, le positive culture, d'essayer de donner des incitations à écrire des messages gentils, etc. Alors, ils ne l'avoueront pas, mais ils ont trouvé une solution très efficace, c'est les fausses reviews. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon, finalement, de rétablir à peu près l'équilibre. Mais pour moi, TripAdvisor, c'est la preuve que l'Internet est simplement un médium. Donc la première tendance de fond qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la voix de quiconque vaut la voix de tout le monde. Et ça, c'est unique. On est revenu à un temps tribal, très démocratique, où la voix de n'importe qui au hasard ici peut devenir la voix générale si elle est relayée. Pensez qu'on vit dans un monde où l'une des chansons les plus célèbres de l'année 2011, c'est un petit gros qui chante en coréen. C'est quand même dingue. Moi, si en 2010, c'est-à-dire l'année avant, on m'avait dit « tu verras, l'année prochaine, je le sens, le tube de l'été, c'est un coréen », j'aurais dit quoi? Mais bien sûr, oui. Et c'est en ça que le monde est incroyable. Le monde est incroyable parce que d'un seul coup, la voix de tout le monde a une portée. Et ça repose sur quoi? Ça repose sur quelque chose qui est que la distribution de l'information est devenue une commodité. Et ça donne plein de micro-phénomènes qui ont l'air de ne pas être liés entre eux, mais qui pourtant le sont dans cette rupture numérique. La première, c'est la perte d'impact du journalisme. Alors je vis à Londres, je viens de vivre le Brexit. Et quand même un truc génial dans le Brexit, c'est qu'à peu près tous les journaux étaient contre le Brexit. À peu près tous les journaux ont fait du fact-checking sur les arguments du Leave. Et ils ont tous montré que les arguments du Leave étaient tous plus faux les uns que les autres. Et il n'y a pas un Anglais qui a fait confiance aux journalistes. Pourquoi? Parce que la parole centralisée a beaucoup moins d'impact de nos jours que la parole de vos copains sur les réseaux sociaux. Alors il y a deux façons de prendre ce phénomène. La façon numéro 1, c'est d'être dans le déni et dire c'est n'importe quoi. Maintenant, n'importe qui peut raconter n'importe quoi en ligne. Pourtant, il y a un fait qu'il faut regarder en face, c'est Wikipédia par exemple. Le taux de fiabilité de Wikipédia est supérieur à n'importe quelle encyclopédie écrite dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Tout simplement parce que pour un ahuri sur Internet, il y a un type bien. Et qu'en fait, cet nouvel équilibre des forces ne se passe plus par la validation de l'institution, elle se passe par la validation des foules. Et les foules, à l'échelle, dans le temps, finissent par avoir raison. Alors évidemment, ça a des effets hyper négatifs, comme dans une campagne politique hystérique, où les gens qui veulent sortir sont toujours plus motivés que les gens qui veulent rester. Résultat, ça donne des gens qui veulent rester et qui ont des arguments assez bidons, et des gens qui veulent sortir, qui ont des arguments faux, mais qui percutent, et qui donc ont de la voix sur Internet, et qui se dispersent, et qui se diffusent. Ce qui veut dire aussi que si aujourd'hui,
un blogueur a autant d'importance qu'un journaliste, c'est parce que la distribution de l'information est, elle, devenue une commodité. Prenons cette salle ici. Qui regarde ici la télé plus d'une fois par semaine? Levez la main. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un tiers de la salle qui ne regarde plus la télé, qui regarde la télé moins d'une fois par semaine. Un tiers de la salle. Si on avait posé la même question il y a 10 ans, c'était 100% de la salle. Et si vous regardez le temps de consommation de télé, il est en décroissance. Même aux États-Unis. Si aux États-Unis, la télé est en décroissance, c'est vraiment que la télé est en décroissance partout. Pourquoi? Parce que les gens vont de plus en plus chercher des médias en direct, tout seuls, et parce que la centralisation de l'information et la centralisation de cette distribution a de moins en moins de valeur. Le deuxième phénomène qui sous-tend ça, c'est l'importance de l'argent. Si vous regardez le coût de création d'une start-up, il y a 10 ans, c'était 100 fois plus qu'aujourd'hui. Et si vous regardez il y a 20 ans, c'était 10 000 fois plus qu'aujourd'hui. Alors, ça donne, encore une fois, il y a un effet pervers, c'est qu'on a l'impression que n'importe qui peut devenir entrepreneur. Et quand je dis n'importe qui, c'est vraiment n'importe qui. Vous n'imaginez pas le nombre de projets qu'on voit passer, nous, par jour. On se dit, mais c'est pas possible, mais qui peut vraiment défendre ça? Mais en même temps, c'est une liberté incroyable, puisque l'existence d'un projet n'est plus l'apanage de quelques capitalistes, mais c'est l'apanage de tout le monde, puisque n'importe qui peut se lancer et se confronter à une méritocratie unique, qui est l'Internet. Sur Internet, les gens votent avec leur argent ou leur temps. Donc soit vous avez raison et vous gagnez de l'argent, soit vous avez tort et vous en perdez. Et si vous regardez par exemple, nous, dans notre société d'investissement, The Family, aujourd'hui, le budget moyen de démarrage d'une start-up, c'est moins de 10 000 euros. Moins de 10 000 euros. Pourquoi? Parce que les gens qui démarrent des startups de nos jours sont capables d'apprendre de plus en plus de choses. Donc la distribution est devenue une commodité, mais le capital aussi est devenu une commodité. Alors, ça ne veut pas dire que l'argent est facile à trouver, mais ça veut dire qu'on est passé d'un monde où les idées se battaient pour le capital à un monde où quelques idées attirent l'ensemble du capital. Et je pense que cette transition est passée invisible pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens pensent encore que c'est le capital qui a le pouvoir. Alors, un bon exemple de ça, c'est la dernière levée de Blablacar. Les Échos ont fait un article et dans l'interview que la journaliste a fait de Frédéric Mazella, il y avait cette question qui m'a fasciné, qui était comment vous avez fait pour convaincre des fonds d'investissement aussi prestigieux d'investir chez vous? Alors Frédéric Mazella a deux caractéristiques. D'abord, c'est un garçon très intelligent et c'est un garçon très humble. Donc il a gentiment répondu à la question. Et donc il a dit une connerie du genre on a fait un joli dossier, et on a travaillé très dur et on l'a envoyé et les gens ont aimé. Nous, pendant 1 an, avant leur levée de fonds, on recevait toutes les semaines un email nous suppliant d'avoir une introduction à Frédéric Mazella et nous disant on est prêt à vous donner de l'argent juste pour dîner avec lui, pour le convaincre que notre argent vaut mieux que l'argent des voisins. Il y a des gens qui nous ont réellement proposé de l'argent. Je me disais mais ils sont fous ces gens. Et je comprends parce que c'est très dur en fait. À partir du moment où une start-up de nos jours devient une évidence et un succès, tout le monde veut rentrer dedans. Et en attendant ce moment-là, personne ne veut investir dans les startups. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la structuration dans le monde de l'entrepreneuriat ne se fait plus entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'en ont pas, mais elle se fait entre les gens qui sont capables de faire des choses et les gens qui ne sont pas capables. Je vais vous raconter une autre anecdote qui est l'anecdote du jour. Alors là, c'est vraiment une news très fraîche. On a une start-up chez nous qui s'appelle Star of Service. Alors c'est une de mes start-up préférées. Alors, je ne suis pas censé dire ça, mais évidemment, comme dans toute famille, j'ai des chouchous. Les parents prétendent ne pas avoir d'enfants chouchous, alors que moi, je sais très bien que j'étais l'enfant chouchou de la famille. Star of Service, c'est une start-up qui est vraiment symbolique de The Family et de qui on est et de ce qu'on fait. Parce qu'elle a été lancée la même semaine qu'une start-up très connue qui s'appelle Se Faire Aider. Et qui est une start-up de votre région. Qui a été lancée par quelqu'un qui s'appelle Denis Chalumeau. Qui a lancé ça, bon, de votre région, pardon, peut-être que Marseille, pour moi c'est le sud, désolé. Je sens, là j'ai vu des yeux, j'ai dit ouh. Non, restons amis, ça démarrait bien entre nous, restons copains. Comment? C'était le fondateur de Se Loger, c'est ce que vous avez dit? Oui, exactement. C'était le fondateur de Se Loger. Se Loger, incroyable réussite entrepreneuriale, vendu très cher. Denis Chalumeau se dit je vais relancer quelque chose. Alors,
Se faire aider a été lancé avec 6 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça, 6 millions 5. Star of Service a été lancé avec 150 euros. Et alors, l'histoire drôle dans Se faire aider face à Star of Service, c'est que nos actionnaires à nous, The Family, ont mis de l'argent dans Se faire aider. Et la semaine où The Family avait quelques semaines, et quand on a annoncé que Star of Service était une de nos premières startups, nos investisseurs ont ricané en nous disant que leur copain Denis Chalumeau avait levé 6 millions et que donc Star of Service n'avait aucune chance. Et nous, intérieurement, on a ricané parce qu'on s'est dit qu'un vieux n'avait aucune chance face à nous. Alors c'est un peu provoque, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que là, Star of Service a été fondé par qui? Ça a été fondé par deux types en calbut chez eux. Littéralement. D'ailleurs, le cadeau que j'ai reçu aujourd'hui, c'est 2 caleçons dans un cadre, signés de leur part, parce qu'ils viennent de lever 8 millions d'euros. Et alors, Star of Service, aujourd'hui, dans 80 pays, a 140 collaborateurs, et a fait tout ça uniquement par de la croissance organique et de l'argent gagné par le site. 120 collaborateurs, 80 pays. Alors d'ailleurs, quand vous faites la division, 120 collaborateurs, 80 pays, vous vous dites, tiens, ils sont quand même pas beaucoup pour lancer beaucoup de pays. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que se faire aider à acheter des médias, à acheter de la pub, à acheter de la télé, à acheter de l'AdWords. Et pendant ce temps-là, Star of Service, ils ont fait du scrapping, ils ont fait du hacking, ils ont fait des campagnes extrêmement violentes, ils ont développé une API, ils ont fait des choses que personne chez Se faire aider n'a la moindre idée de comment faire. Et pourtant, on parle de 2 entrepreneurs qui sont dans l'Internet. Mais l'Internet d'il y a 10 ans n'est pas l'Internet d'aujourd'hui. L'Internet d'aujourd'hui, c'est un Internet qui ressemble à un Far West, où les compétences techniques font la différence, et où 2 personnes en slip dans leur salon peuvent faire plus qu'une équipe de 50 personnes. Parce que la différence de productivité entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas n'a jamais été un gouffre aussi impressionnant. Et ça m'amène à la 3e tendance, qui est moi ma tendance préférée, et qui est, je pense, la tendance qui est le moins pris au sérieux par les gens, qui est le fait que tout ce qu'on veut apprendre s'apprend, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 20 ans, quand on voulait savoir quelque chose, on n'avait pas beaucoup d'autres choix que de parler à un expert. C'était ça, l'information. L'information, c'est qu'il y a des gens qui étaient des experts et qui étaient donc aptes à donner de l'information. Aujourd'hui, à peu près n'importe quel domaine est documenté en ligne gratuitement et à un point que vous n'imaginez pas. Par exemple, en 2012, j'ai eu la chance d'aller à une conférence d'actuariat. Vous voyez ce que c'est l'actuariat? C'est le calcul des risques en assurance. Alors, comme tous les métiers techniques, l'actuariat développe son propre jargon. Et donc, j'étais à Bogota, j'étais le dernier intervenant de la journée, et j'ai passé une journée entière à écouter des conférences d'actuariat. Et alors, comme je m'ennuyais à mourir, à chaque fois qu'il disait un mot que je ne comprenais pas, je le cherchais sur Wikipédia. Il n'y a pas un mot qui a été utilisé dans la journée qui n'était pas expliqué correctement sur Wikipédia. À la fin de la journée, j'ai fait une conférence d'actuariat. J'aurais expliqué tout mon truc, mais avec des mots d'actuariat. Et ils sont quand même tous venus me féliciter en me disant qu'ils ne savaient pas que j'étais actuaire. Ça, c'est possible parce que tout ce qu'on veut apprendre s'apprend. C'est possible parce que tout ce qu'on a besoin d'apprendre est disponible en ligne et quasiment gratuitement. Par exemple, il y a une plateforme qui, moi, me fascine, qui s'appelle Coursera. Jouons un petit jeu. Qui connaît Coursera ici? Ok. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Coursera parce que c'est une histoire assez peu connue en France et qui pourtant devrait être plus connue et on devrait tous dire aux gens les plus jeunes qu'on connaît de passer leur week-end sur ce site internet. Alors Coursera, c'est quoi? C'est une idée toute bête, c'est de mettre une caméra dans les salles de classe de toutes les universités d'Ivy League américaines et maintenant des meilleures universités du monde. Avec une idée toute bête qui est de dire ces cours sont parmi les meilleurs au monde, on va les enregistrer et les mettre à disposition gratuitement en ligne auprès de tout le monde. Alors, Coursera, c'est une histoire drôle parce qu'à peu près comme toutes les idées de start-up, ça a l'air complètement con au début. Je vous invite à imaginer la scène entre le président de l'université de Stanford, qui fait payer 85 000 $ par an chaque étudiant, et le fondateur de Coursera qui vient le voir et lui dit « Monsieur le Président,
j'ai une idée. Vous voyez les cours là que vous faites payer à tout le monde? On va les mettre en ligne gratos. Ça va être génial. Alors, il faut savoir qu'il a quand même fallu attendre le changement de président pour que ça se fasse. Et même le président qui a accepté de le faire était vraiment, vraiment sceptique. Et il raconte cette histoire très drôle où il dit « J'étais tellement persuadé que ça ne marcherait pas, qu'aucun prof n'accepterait de mettre les cours en ligne, que je me suis dit que je pouvais bien lui dire oui et que ce seraient les autres qui diraient non. » Donc une fois qu'il a eu l'autorisation de l'université, il a fallu convaincre les profs. Alors là, c'est là que ça devient drôle. Parce que vous êtes à Stanford, vous imaginez des profs incroyablement progressistes qui tout de suite vont sauter sur l'innovation et trouver ça génial. Bah, à peu près comme partout ailleurs, les profs de Stanford ont dit « Quoi? Vous voulez que les gens sachent ce que je vais dire? Mais vous imaginez si je dis une erreur et que les gens peuvent le savoir? » Bon, encore, mes étudiants, ils n'écoutent pas vraiment. Mais là, les gens, s'ils regardent, c'est qu'ils écoutent vraiment. Non, 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 c'est trop risqué. Alors, ils ont commencé à tourner en rond et à ne pas trouver de prof qui accepte. Et donc, le président de l'université a eu un geste chrétien en leur faveur. Il a forcé un prof à aller en ligne. Et alors, ce n'est pas n'importe quel prof qui a été forcé à aller en ligne. C'est une légende vivante. C'est l'inventeur de l'intelligence artificielle. Alors, petit moment d'acculturation, il y a quelque chose de très bizarre dans les universités américaines qui, nous, Français, nous choque. C'est que l'université américaine est un produit cher. Et donc, comme tous les produits chers, le client est roi. Et le client, c'est l'étudiant. Alors, comment ça marche dans les écoles américaines? Les étudiants notent les profs, et en fonction de la note que les profs ont eue, leur salaire de fin d'année est changé. Alors ça, pour nous, Français, je dis quoi? Et alors, ça crée un cycle de corruption très active, où les profs rentrent dans une mielerie extraordinaire. Moi, j'ai assisté à des cours à Stanford où les élèves font des exposés, vous vous dites, mais le type est encore ivre? Et le prof dit marvelous, like this is the most amazing exposé I ever heard. Wow, you are such a great guy. Please sit down. Et je me dis dans sa tête, il doit se dire mais quel crétin. Et alors, ce prof est ukrainien, donc il n'est pas du tout dans la mode californienne. Et c'est plutôt le genre à dire this is shit, go to your room. Donc il y a des histoires très connues à Stanford où carrément il interrompt les exposés et il déchire les ordinateurs et leur dit arrête l'informatique, c'est pas fait pour toi. Et donc c'est pas du tout l'ambiance. Alors ils se sont dit on va prendre lui parce que lui de toute façon il peut pas vraiment refuser comme ça. Et alors deuxième caractéristique, il faut savoir qu'il y a 3000 personnes en computer science tous les ans qui font Stanford, 3000 personnes. Il y en a que 40 qui suivent le cours d'intelligence artificielle. Alors pour 3 raisons. D'abord, le mec n'est pas sympa, ce qui quand même est compliqué. Deuxièmement, le cours est le vendredi matin, donc vraiment il fait tout pour que personne vienne. Et troisièmement, c'est très dur d'avoir une bonne note, parce qu'il note vraiment très durement. Il fait partie de cette tradition des profs européens qui pensent qu'une note va de 0 à 10, mais pas même quand elle est sur 20. Et donc les élèves ne comprennent pas, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas facilement des A. Et donc, en moyenne, 40 élèves. Sur les 40 élèves, il y en a 20 qui sont étrangers, qui ne sont pas au courant. Il y en a 10 qui se sont réveillés trop tard pour s'inscrire aux autres cours. Il n'y a plus de place nulle part ailleurs et ils finissent dans ce cours en tremblant. Et puis, il y en a 10 qui sont des vrais passionnés et qui aiment ça et qui viennent et qui travaillent dur. Ils ont mis le cours sur Coursera. 350 000 personnes se sont inscrites dans le monde. 350 000, la première année. Sur les 350 000 personnes, il y en a 100 000 qui ont suivi le cours jusqu'au bout. Et qui ont donc supporté son accent jusqu'au bout. Sur les 100 000, il y en a 15 000 qui ont passé l'examen. Il y en a 10 000 qui l'ont réussi. Et sur les 10 000 qui l'ont réussi, il y en a 7 000 qui vivent dans un pays du tiers-monde. Et alors, sur les 10 000 personnes qui ont réussi l'examen, il faut savoir qu'il y en a 5 000 qui ont moins de 18 ans. 5 000. Passer de 40 à 5 000 personnes formées au niveau le plus élevé de l'intelligence artificielle dans le monde. Alors, le Financial Times a titré sur la victoire des MOOC en disant on passe de 40 à 10 000. Les Échos, c'est pas une blague, ont titré sur l'échec des MOOC. Seulement 10 000 personnes ont réussi l'examen sur 300 000 élèves. Ceci n'est pas une blague. Vous pouvez aller sur Google et fact-checker. Alors, il y a 3 messages à retenir dans ça.
Premier, c'est que décidément, notre presse est dépressive. Deuxième, c'est que on est très fiers de nos institutions d'éducation en France. On est très fiers de nos grandes écoles, on est très fiers de nos lycées, on est très fiers de ces infrastructures qui font que les gens sont à l'école de 8 h à 18 h le soir à apprendre des trucs qui ne servent plus à rien. Pendant que des enfants dans des pays beaucoup moins favorisés n'ont pas d'autre choix que d'avoir de la connaissance par eux-mêmes et qui sont en ce moment même en train de se former aux meilleures techniques du monde. Par exemple, nous on a un entrepreneur à The Family qui a 15 ans, qui est au Nigeria, qui s'appelle DJ Focus, parce que c'est important d'être focus d'après lui, et qui a lancé le plus grand complexe électrique de son village, et qui maintenant alimente 200 villages en électricité. Parce qu'il a appris dans les cours du MIT à comment fabriquer des batteries solaires. 15 ans. Pensons aux enfants de 15 ans qu'on connaît et qui sont au lycée du coin et qui rentrent le soir en disant hey, « je m'ennuie ». Vous voyez la vague où elle vient? Le fait que dans ce monde, tout ce qu'on ait envie d'apprendre s'apprend, fait qu'il y a une nouvelle fracture sociale entre une élite agile qui vit dans ce monde, qui est à l'aise dans ce monde, qui est à peu près capable d'apprendre tout ce qu'elle a besoin d'apprendre et de développer à peu près tout ce qu'elle a besoin de développer, et une grande partie de la population qui se sent complètement jetlaguée parce qu'elle se dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'arrive pas à avancer aussi vite et qui ne voit pas la concurrence déferler. Et le troisième phénomène, c'est que maintenant, il n'y a plus de province. Où qu'on soit, on est touché par ces phénomènes économiques. The Family, on est en train de travailler sur une étude de place qui s'appelle la révolution numérique dans les territoires pour expliquer quelque chose qu'on pense qui est que le numérique est à la fois une chance et un défi pour l'ensemble des territoires. Une chance parce que enfin la décentralisation pourra réellement exister. Par définition, le numérique veut dire qu'on peut être n'importe où et être partout à la fois. Et nous, par exemple, on assiste à un phénomène à The Family, c'est les entreprises sans bureau. On a de plus en plus d'équipes 100% distribuées. Par exemple, Star of Service, je vous parlais tout à l'heure de leurs 120 collaborateurs, 80 pays. Ils ont des gens dans 17 pays différents et ils n'ont jamais rencontré personne. Ils n'ont jamais rencontré aucun de leurs collaborateurs autrement que par Skype. Quand vous rentrez dans leur bureau, il y a un mur géant avec tous les écrans de tous les employés qui partout travaillent et ça change et ça défile. Mais à part ça, ils ont rien. Donc, c'est quand même hyper important de se dire qu'aujourd'hui, des gens peuvent décider de décorréler pour qui ils travaillent, de où ils vivent. Par exemple, nous, notre équipe de développeurs à The Family, ils sont à Toulouse, parce qu'ils sont de Toulouse, ils adorent leur vie là-bas. Et pourtant, c'est des développeurs exceptionnels qui, juste avant, travaillaient pour l'une des meilleures startups de la vallée. Et ça, c'est nouveau. C'était pas avant, si on n'allait pas dans les centres et dans les concentrations urbaines, on n'avait aucune possibilité d'ambition et de carrière. Maintenant, il est possible d'être complètement décentralisé. Donc ça, c'est la chance. Mais le défi, c'est que donc, plus on est décentralisé, plus on doit être au top. L'idée qui voulait avant que parce qu'on était un peu éloigné des centres, on pouvait se permettre d'être moins ambitieux, on pouvait se permettre d'avoir des business un peu plus pépères, on pouvait se permettre d'avoir une économie ronronnante, notable, avec à peu près toutes les images de Balzac et de Zola que vous avez dans la tête, ben, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce que les entreprises scalent dans des dimensions complètement délirantes. Alors scaler, ça veut dire quoi ? C'est un mot qu'on utilise tout le temps. Ça veut dire que les coûts fixes sont plus ou moins élevés, mais les coûts variables sont décroissants, parce que c'est des entreprises qui cherchent des effets de réseau. Qui dans cette salle utilise Google ? Voilà. Est-ce que vous pensez que Google s'est dit qu'ils allaient ouvrir un bureau à Perpignan pour vous convaincre d'utiliser Google ? Qui utilise WhatsApp ? WhatsApp, c'est 1 milliard de personnes par jour qui l'utilisent, dont ma maman dont je vous parlais tout à l'heure. Comme je ne répondais plus au téléphone, elle s'est dit je vais aller sur WhatsApp. Donc vous comprenez, ces entreprises ont des méthodes de développement, ont des techniques d'approche qui sont universelles. Et vous pouvez vous dire que c'est réservé à l'Internet, que ok, je comprends bien le Facebook, le WhatsApp du coin, mais en quoi ça va toucher mon boulanger ?
Bah, attendez que votre boulanger soit un robot. Et ça, c'est la dernière des tendances. C'est que, pour moi, la révolution numérique, la rupture numérique n'en est qu'au tout début, parce qu'elle n'a concerné que les purs players de l'Internet. Et les purs players de l'Internet étaient les sujets industriels les moins intéressants. Ce qui est intéressant, c'est les batailles à venir. Si vous regardez la première génération de géants, ça a été les moteurs de recherche, les médias, l'entertainment, tout ce qui compose le pur Internet, le pur digital. Puis est apparu les Uber de ce monde. Alors là, ça commence à être un peu moins digital, parce que quand même, il faut quand même un mec qui conduit une voiture et qui amène des gens d'un point à un point. Il faut des voitures, il faut de la logistique, il faut de la recherche opérationnelle. Mais regardez la vitesse à laquelle Uber s'est développé dans le monde. On va prendre juste 3 chiffres sur Uber, dont je suis sûr que vous n'avez pas conscience. Combien Uber recrute de chauffeurs ce mois-ci dans le monde? 1 million. 1 million. Ce mois-ci, Uber rajoutera 1 million de chauffeurs dans le monde. 1 million. C'est un gros chiffre, 1 million. Combien Uber a fait de revenus à San Francisco en 2015? De janvier à décembre 2015, le volume d'affaires de Uber à San Francisco, 1 milliard de dollars. C'était quoi le marché des taxis en 2008 à San Francisco quand Uber a démarré? 203 millions de dollars. Ça veut dire que Uber, en 5 ans, en 8 ans, a multiplié par 5 la taille du marché. Par 5. Et la plus vieille société de taxi de San Francisco, qui s'appelle Yellow Cab, qui est un groupe familial lancé en 1870, qui était à sa 4e génération de dirigeants, a déposé un Chapter 11 et a jeté l'éponge. La plus vieille société de taxi des États-Unis, qui était sur la côte ouest et la côte est, Yellow Cab, a déposé le bilan. Ils n'ont pas transformé, adapté, etc. Ils ont juste déposé le bilan, ils ont lâché l'affaire, ils ont abandonné la partie. Et en face, vous avez quelqu'un qui a montré que depuis 130 ans, ils faisaient mal leur travail. Et ils faisaient très mal leur travail parce qu'ils le faisaient mal à l'échelle. Si quelqu'un peut en 8 ans doubler par 5 la taille d'un marché, c'est que le monopole qui était avant dans ce marché était clairement sous-exploité. Et quand vous regardez un Uber dans son développement, 3e chiffre, quel est l'impact macroéconomique le plus important que Uber a eu sur ce monde? La baisse des ventes de voitures. En Californie, les ventes de voitures ont baissé de 20% en 5 ans. Pourquoi? Parce que Uber est devenu une alternative au fait de posséder une voiture. Tout le monde pense que le marché d'Uber, c'est les taxis. Tout le monde pense que les concurrents d'Uber, c'est les taxis. Ça fait longtemps que cette bataille n'est plus menée. La vraie menace concurrentielle d'Uber, c'est les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles pensent que leur métier, c'est de vendre des voitures, là où Uber a compris que son métier, c'était de vendre de la mobilité. Imaginez que si vous n'avez plus besoin de posséder de voiture, ça veut dire que la voiture est utilisée par plus de gens par jour, donc le besoin en stock de voitures dans le monde s'écroule. Et ce genre de grandes tendances macro, elles ne sont pas localisées. Si vous prenez la Chine, vous savez combien de gens prennent un Uber ou un équivalent de Uber en Chine tous les jours? 400 millions. 400 millions de personnes prennent Uber ou un équivalent de Uber tous les jours en Chine. 400 millions de personnes. C'est la taille de l'Europe. Donc vous comprenez les empires qui sont en train de se créer? C'est que d'un seul coup, on est en train de rentrer dans un monde où quand quelqu'un bâtit quelque chose qui marche, la distance entre lui et l'ensemble des utilisateurs de la planète n'a jamais été aussi réduite. Uber a lancé 110 villes en 5 ans, sur les 5 dernières années. 110 villes. Ils n'ont pas lancé 5, 10, 20, ils en ont lancé 110. Donc c'est possible qu'ils en lancent 1000 dans les 5 ans qui viennent. Pourquoi? Parce que leur effet de réseau est plus important que leur effet de sélection. Là où n'importe quelle entreprise traditionnelle n'aurait jamais pu développer les process qui lui permettent de croître à l'infini, ces entreprises du numérique en sont capables parce qu'elles sont dirigées par des gens qui maîtrisent et sont nés dans l'Internet. Et l'Internet va conquérir des secteurs beaucoup plus traditionnels.
Par exemple, vous prenez un autre de nos chouchous à The Family, il s'appelle Agricool. Alors Agricool, ils font quoi? Ils font pousser des fraises dans des conteneurs. Donc vous prenez un conteneur de livraison, vous le videz, vous le robotisez et vous le transformez en une ferme isolée, biologique, sans engrais, sans pesticides, et qui est capable de produire tout ce qu'on a besoin pour produire des fraises de qualité. Alors 90% d'eau de moins qu'une plantation classique, 90% d'eau de moins, une énergie 100% renouvelable et une absence de produits chimiques. Dans 26 mètres carrés de conteneurs, il faut savoir qu'un conteneur, ça fait 26 mètres carrés, ils sont capables de produire l'équivalent de 6 hectares de fraises. Et c'est la version 1. Vous savez, aujourd'hui, 80% du prix des fraises est utilisé à quoi? Au transport, exactement. Vous avez gagné une image, je ne sais pas qui, mais... au transport. Les conteneurs agricoles, vous pouvez les imaginer au centre de Perpignan, au centre de Paris, au centre de Londres, au centre de la Norvège, au centre de la Chine, au centre d'Hawaï, au fin fond d'un désert. Peu importe les conditions, ils sont capables de produire des fraises. Alors aujourd'hui des fraises, demain des tomates, des concombres, des salades, l'ensemble des fruits et légumes que quelqu'un a besoin de produire. La différence entre un maraîcher et Agricool, c'est qu'une fois qu'Agricool maîtrise son conteneur, la réplication du conteneur est infinie et les coûts de production du conteneur sont décroissants. Le premier conteneur coûte 150 000 €, mais le millième conteneur, lui, coûtera 10 000 €. Et le millionième conteneur coûtera peut-être quelques milliers d'euros. Et comme ils sont entièrement robotisés, ils ont besoin de très peu de personnes pour beaucoup de conteneurs. Alors, j'attends le jour où les agriculteurs vont venir brûler le parquet à The Family. On a déjà appelé notre assureur, c'est bon. Mais qu'on le veuille ou non, vous avez deux façons de voir ce problème. Soit vous dites, ce type sur scène est un enfoiré, il est en train d'expliquer qu'il va mettre des milliers d'agriculteurs au chômage et ça a l'air de rien lui faire. Et oui, ça me fait rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que ce n'est pas le boulot de milliers d'humains de produire dans des conditions difficiles de la nourriture. Et je pense que c'est sur ce sujet-là que je vais finir. On nous a raconté pendant des années et des années que la définition d'un homme se faisait par son travail. Et on a amené des gens, de plus en plus d'humains, à faire des tâches ignobles qui ne sont ni bonnes pour la santé, ni bonnes pour l'environnement, ni bonnes pour la société. Et on a laissé les gens se définir par ça comme si c'était l'alpha et l'oméga de toute chose. Moi, je prétends qu'on est en train de bâtir un monde dans lequel la robotique, l'intelligence artificielle va remplacer des millions d'emplois et va forcer les gens à se prendre en main dans un monde où la connaissance et le savoir sont disponibles. Et c'est ça le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est que moi j'ai vécu une histoire personnelle. J'ai vu des gens dans ma famille apprendre à lire et à écrire à 50 ans et je les ai vus à 60 ans changer de vie. Donc si ça c'est possible au fin fond d'un village du sud Liban, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans l'ensemble de nos sociétés développées. Mais le problème c'est que le changement ça fait peur. Et pourtant ces changements ils ne sont pas nouveaux. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez quelle était la profession la plus courante à Rome au 5e siècle avant Jésus-Christ? Pas du tout. Les idées vraiment mal placées. La prostitution à Rome, c'était rare parce qu'il n'y avait pas besoin de payer. Non. Quelle était la profession? Si quelqu'un trouve, je lui offre un dîner. Esclave. Non, alors c'est pas une profession, esclave. Mais effectivement, beaucoup d'esclaves. Mais c'est pas une profession. Non, une profession, c'est-à-dire fait par des citoyens, payé, rémunéré. C'est une carrière. Scribe, non. Non. Non, gladiateur, il y en a peu. D'abord, il faut être musclé, fort. Il faut voir le film Gladiateur. Comment? Non. Allez, je vous donne la réponse. Porteur d'eau. Un citoyen... Ah, vous l'avez dit? Bah, bravo, gagnez un dîner. Il y a 2 dîners? 2 dîners, super. Je vous invite après. 3 dîners. Non, ne me mentez pas, c'est bon. Un citoyen sur 2 à Rome portait l'eau. Un jour, il y a un type qui est venu et qui a dit « J'ai une idée géniale. On va faire un pont en pierre, légèrement incliné, et comme ça, l'eau, elle va descendre de la montagne jusqu'à Rome. » Ça s'appelle un aqueduc. Vous savez ce qui est arrivé à ce pauvre type? On l'a crucifié.
fais pas une blague, rigolez pas, c'est triste. Enfin, vous imaginez le type, il arrive tout joisse là, il se dit ouais, j'ai un super truc. Pourquoi? Parce que les gens disaient, d'ailleurs il y a un texte incroyable sur le sujet, on disait, mais qu'est-ce que vont faire les gens? Vous imaginez, s'ils n'ont plus besoin de porter l'eau, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Une génération d'enfants blasés n'a pas voulu porter l'eau. Puis on s'est dit, comme ils sont tous des feignants, ces jeunes, on va mettre des aqueducs. Et puis aujourd'hui, ça paraîtrait absurde que la moitié des gens dans cette pièce portent l'eau. On a trouvé plein d'autres choses à faire. On est juste en train de vivre le même phénomène à l'échelle. Et ce n'est pas un nouveau phénomène. Le premier livre qui parle de ça, c'est Aristote, la politique, chapitre 5. C'est un livre qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. Si 1000 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà conscience que les automates un jour remplaceraient l'homme et que l'homme pourrait se consacrer à des tâches supérieures, ça voulait dire que ça allait devenir une réalité. Bon, on a mis un peu de temps. Je ne sais pas ce que vous avez foutu dans votre génération, les gars. Je rigole. Mais il est évident qu'on est en train de rentrer dans un monde où cette réalité n'est plus une fiction. Et c'est simple à voir. Regardez le salaire moyen d'un plombier à Paris. Plus personne ne veut être plombier. Et vous parlez à n'importe quel artisan, il vous dira « j'arrive pas à trouver de jeunes pour travailler, je ne comprends pas pourquoi ». Moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la plupart des jeunes ont été élevés dans l'idée que ce genre de travail n'était pas digne d'eux. Alors, bonne idée, mauvaise idée. Encore une fois, mon rôle, ce n'est pas le jugement. J'ai vraiment une tendance très très faible à juger quoi que ce soit. Je pense que c'est une vraie caractéristique des nouvelles générations. Mais il n'empêche que cette réalité, on ne peut pas s'épargner et que si on avait un robot serrurier, on serait tous contents. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont dans de tels monopoles que les gens ont développé des attitudes qui étaient à l'encontre de leurs clients. Et ce genre de phénomène va concerner l'ensemble des industries. L'énergie, le transport, le retail, l'hôtellerie, l'immobilier. Et il n'existe pas une industrie qui ne va pas vivre sa révolution numérique. Et le problème de la révolution numérique, c'est que ce n'est pas une boule de cristal. Personne ne peut prédire l'avenir. Vous avez plein de gens dont le métier, c'est d'expliquer où va le monde, etc. Moi, je préfère expliquer où le monde est déjà. J'ai aucune idée d'où va le monde, j'ai aucune idée de quel sera le prochain phénomène. Tout ce que je sais, c'est que les phénomènes de disruption sont aléatoires, ils sont toujours dus à une singularité d'histoire, ils sont toujours dus au fait qu'à un moment, un entrepreneur décide de prendre un objet particulier et d'aller le retourner, et que ce genre de phénomène est possible parce que les entrepreneurs n'ont jamais eu autant de pouvoir dans leur vie. Et ce pouvoir, il vient de quoi? Il vient du fait que la distribution n'est plus un problème, que l'argent est disponible et que les talents sont formables. Je vais vous donner une dernière histoire et comme ça, après, on va pouvoir échanger avec la salle. On a une start-up chez nous qui s'appelle Doctrine.fr. Est-ce qu'on a des avocats dans la salle? On n'a pas d'avocats. Vous avez interdit les avocats? Alors, Doctrine.fr. Il faut savoir que quand vous êtes avocat, vous avez un sujet qui est la jurisprudence. Vous utilisez quel logiciel, monsieur? LexisNexis? Voilà. Est-ce que vous pouvez dire combien vous payez pour LexisNexis? D'accord. C'est 1 000 € par mois en moyenne. Et par avocat, les contrats LexisNexis. En général, le budget LexisNexis dans un cabinet d'avocat, par exemple, nous, on a découvert Doctrine par notre cabinet d'avocat, puisqu'un jour, notre avocat est arrivé surexcité et il nous a dit « Oussama, pour une fois, la disruption, je suis pour. » Je dis « Ah bon? Et pourquoi ?» Il dit « On vient d'économiser 50 000 €. Je dis « Ah, comment ?» On utilise Doctrine.fr. Alors, Doctrine.fr, c'est quoi? C'est LexisNexis, version gratuite en ligne. Version gratuite en ligne. Alors, LexisNexis, quand vous faites une requête, il y a quoi? Il y a 20 secondes, ça tourne. Et ensuite, il y a le résultat. Doctrine, c'est Instant Search. LexisNexis, je pense que c'est des centaines de salariés qui rendent des décisions à la main. Doctrine, c'est des scanners en intelligence artificielle qui rendent les décisions plus rapidement. À peu près tout sur Doctrine devient de la data qui est interprétable et analysable. Par exemple, Doctrine est capable de vous dire maintenant, sur un avocat donné, un procès donné, la proportion d'un juge à aller dans un sens ou dans un autre dans une affaire donnée. Puisqu'ils ont l'ensemble des décisions de l'ensemble des juges en France. Ils peuvent vous donner les commentaires
Ils peuvent vous donner les décisions de doctrine au sens large, c'est-à-dire les commentaires. Et ils font tout ça en ligne, gratuitement. Alors, Doctrine, ça existe depuis le 15 janvier 2016. Et entre le 15 janvier 2016 et aujourd'hui, il y a 150 000 avocats qui l'utilisent en France. 150 000. En 6 mois. Et alors, comment ça a démarré? Ils ont vu une vidéo qui s'appelle « Les barbares attaquent le droit » et ils se sont dit « Tiens, c'est marrant, il y a le monopole de la documentation juridique qui a l'air sympa à casser. » Et donc, le 15 février, ils ont lancé un produit et le 15 mars, c'était en ligne. Et alors, ce qui est encore plus marrant, c'est que l'équipe a tout développé elle-même et il y a 6 mois, elle ne savait pas programmer. Parce qu'ils ont appris à programmer sur Code d'Académie. Imaginez ce genre de phénomène à l'échelle. Imaginez ce genre de phénomène ici, là-bas et ailleurs. Imaginez un monde où la distance entre l'imagination des gens et leur réalisation est extrêmement resserrée. Bah forcément, c'est un monde dans lequel l'exigence économique est de plus en plus forte, dans lequel les monopoles indus ont de moins en moins de chances de prospérer, et dans laquelle la différence entre les gens qui savent faire et les gens qui ne savent pas faire est la nouvelle fracture sociale. Et alors, en tant que société, évidemment qu'on a une problématique de fond. Et cette problématique de fond, c'est de réussir à créer les institutions sociales et économiques qui vont accompagner cette transition. On n'est pas fous, as a family, on est les premiers à écrire sur le sujet. On a écrit un traité sur la sécurité sociale avec Nicolas Colin. On a écrit des articles sur le sujet à longueur de journée. On fait du lobbying. Nous, on passe notre temps à expliquer à tout le monde que la France est en avance sur le reste du monde avec les 35 heures. C'est vrai. Les 35 heures étaient une loi visionnaire dans ce monde-là. Un jour, on ne travaillera plus que 20 heures par semaine et ça fera parfaitement sens. Il faut perdre cette obsession du travail. Si vous voulez comprendre la rupture numérique, il faut comprendre ces 3 choses. 1, ce n'est pas un phénomène technologique, mais c'est un phénomène social. 2, ça nous concerne tous et nous avons tous les moyens d'apprendre en ligne gratuitement la profondeur de ce phénomène. Parce que tout ce qu'on a envie d'apprendre existe déjà en ligne et est documenté. Et que, où qu'on soit dans le monde, on est maintenant concerné par la technologie et on ne peut plus dire que c'est une affaire qui ne nous concerne pas. Soit on est dans le monde économique et on est concerné par cette révolution, soit on n'est pas dans le monde économique et dans ce cas-là, on n'est pas concerné par cette révolution. Merci beaucoup.